Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes celles et ceux qui êtes ici sur place et à celles et ceux qui sont devant les écrans. Avant que ma collègue ne parle de la pratique ou la consultation génétique et du diagnostic, je vais vous présenter les bases. Je vais vous parler de la question de savoir comment un cancer se développe-t-il et à quel moment un examen génétique est pertinent et à quel moment il ne l'est pas. Cela commence par une contradiction. Ça dépend de la perspective dont on observe la génétique. On peut dire que chaque tumeur est génétique parce que chaque tumeur contient une accumulation de mutations qui l'ont développée. Mais de l'autre côté, chaque tumeur n'est pas génétique dans le sens de génétiquement transmis ou transmissible. D'où vient cette contradiction? Une grande partie des maladies tumorales ou maladies cancéreuses que nous observons, c'est-à-dire plus de 90%, sont de nature sporadique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des tumeurs héréditaires, ne disposent pas de base familiale. Et ces tumeurs sporadiques sont causées par des mutations somatiques. Des mutations somatiques sont des modifications qui apparaissent d'une manière spontanée dans un organe précis ou dans un tissu et qui mènent au développement d'une tumeur. Les mutations somatiques, on ne peut les détecter que dans la tumeur. Elles sont examinées par la pathologie très souvent parce qu'on peut en déduire des pronostics thérapeutiques, des pronostics et avoir aussi des conséquences thérapeutiques, mais des mutations somatiques ne peuvent être héritées et ne sont pas transmissibles non plus. Donc, les tumeurs sporadiques sont moins pertinentes pour le diagnostic héréditaire parce qu'elles n'ont aucune conséquence pour les membres de la famille. La situation avec les syndromes de prédisposition de tumeurs, la situation est différente et c'est le cas pour entre 5 et 10% des maladies cancéreuses. Pour ce que de ces maladies tumorales, il y a ce qu'on appelle une mutation de la lignée germinale qui en est à la base. Ce sont des mutations qui viennent déjà de l'ovaire, l'ovule ou la cellule qui vient de l'homme. Donc, ces mutations naissent déjà à ce stade-là et ces mutations germinales vont de pair avec un risque augmenté de développer un cancer. Ces mutations peuvent avoir lieu dans toutes les cellules et sont détectables aussi dans le sang, c'est-à-dire que on peut faire des examens sur les personnes directement concernées et un autre grand avantage, ces mutations, on peut également faire des analyses dessus pour ce qui est des proches et on peut intégrer des proches dans des programmes de détection précoce à un stade très, très précoce. Donc, la question de savoir si un examen héréditaire fait sens ou non, ça dépend de la partie génétique que présente une maladie tumorale. Et c'est clair qu'une maladie qui est la conséquence d'un accident, là, il n'y a aucune base génétique. C'est clair. Mais de l'autre côté, on connaît ces maladies monogéniques. De l'autre côté, comme par exemple l'hémophilie ou la fibrose kystique ou des formes d'handicap mental où on sait qu'il suffit qu'une mutation génétique suffit pour que cette maladie se présente sur le porteur de ce gène. Après, il y a les maladies multifactorielles. Des exemples très connus, c'est la psoriasis ou des maladies psychiatriques, le diabète aussi. Et ces maladies multifactorielles, ces maladies complexes se présentent s'il y a une combinaison de nombreux facteurs à risque génétique, mais aussi des facteurs liés à l'environnement lorsque ces différents facteurs coïncident. Et ces maladies tumorales, elles peuvent être classifiées à divers endroits de ce spectre. Donc, pour ce qui est du cancer des poumons ou le cancer
col de l'utérus, là, la proportion des causes liées à l'environnement est bien plus importante que les causes génétiques. Nous savons que le cancer des poumons, là, le facteur le plus important, facteur à risque, c'est le tabagisme. Pour ceux qui est du cancer du col de l'utérus, ce sont les vires papillonaires. Donc, le tabagisme et ces virus déclenchent des mutations somatiques, mais c'est une tumeur sporadique, c'est-à-dire des maladies tumorales pour lesquelles on ne ferait pas un examen, une analyse génétique, parce que là, on ne s'attendrait pas à trouver une mutation de la lignée germinale. De l'autre côté, il y a aussi les maladies tumorales avec une forte proportion génétique dans leur développement, comme les maladies c'est-à-dire comme le cancer du côlon, le cancer des seins, c'est-à-dire lorsqu'on a des antécédents familiaux, donc des antécédents familiaux de cancer du côlon et du cancer des seins. Mais nous savons que chaque porteur d'une telle mutation ne développe pas un cancer non plus. Il faut que d'autres facteurs viennent s'y ajouter, mais le risque est augmenté et c'est ça, cette proportion des prédispositions dans le domaine génétique. Et ça, ce sont les maladies ou les examens génétiques que ces antécédents génétiques que nous essayons d'analyser dans des entretiens au sein de notre cabinet ou pour ce qui est du diagnostic. Un autre facteur, c'est l'âge. Donc, plus une personne vieillit, plus souvent les cellules se partagent. Je vais vous expliquer pourquoi prochainement. Et plus grand est le risque de développer une tumeur, dont des tumeurs sporadiques qui sont causées par des mutations somatiques sont très souvent liées à des processus de vieillissement et ce taux plus élevé de partage des cellules et ce taux d'erreur plus fréquent lors du partage des cellules. Et à partir de la moitié de la cinquantaine, vers la fin de la cinquantaine, et les hommes sont plus concernés que les femmes, là, le risque de développer une tumeur augmente. Ces tumeurs qui se développent avec l'âge sont sporadiques en raison de mutations somatiques. Et pour cette raison-là, bon, un examen génétique n'est pas judicieux, sauf s'il y a des antécédents familiaux. Comment se crée maintenant une tumeur cancéreuse? Tout commence par une mutation. Là, vous voyez une accumulation de cellules et les cellules se partagent en permanence. Et il peut y avoir des erreurs dans ce processus et le taux d'erreur augmente avec l'âge, mais le taux d'erreur augmente aussi si des facteurs externes interviennent, des virus ou le tabagisme, par exemple. Et s'il y a une mutation au sein d'une cellule, ça peut avoir l'effet suivant. La cellule se multiplie davantage que les cellules saines qui sont autour. Et cette multiplication croissante augmente bien évidemment aussi la probabilité que dans ce clone cellulaire déjà muté, il y ait une deuxième mutation. À ce moment-là, les cellules portent en elles deux mutations, se multiplient encore plus, donc la probabilité qu'il y ait une cinquième ou sixième mutation est de plus en plus grande. Et on part du principe que 6 mutations séquentielles doivent avoir lieu pour donner lieu à une tumeur maligne. Dans le contexte de laquelle
la multiplication est tellement augmentée que les barrières saines autour éclatent et que ces cellules se propagent tellement que ça peut donner lieu à des métastases. Donc, pourquoi des cellules mutées croissent plus vite? Nous avons tellement de gènes en nous, de cellules, pardon, en nous, et si certaines de ces cellules se multiplient davantage, plus que les autres, eh ben, tant pis, ça n'a aucune répercussion. Mais nous savons qu'il y a 3 mutations génétiques et s'il y a des erreurs par rapport à ces mutations génétiques, ça peut donner lieu à un cancer. Il y a les gènes suppresseurs de tumeurs, ce sont les gènes qui assument une fonction importante dans le cycle du partage des cellules. Elles veillent à ce que le partage des cellules ne se fasse d'une manière ni trop lente ni trop rapide. Mais si cette fonction de contrôle est détruite par une mutation, le partage des cellules peut s'accélérer d'une manière incontrôlée. Le deuxième groupe, ce sont les gènes appelés oncogènes. Ce sont des facteurs à croissance qui, même dans un état normal, sont soumis à une forte régulation. Les facteurs de croissance, dans le cas normal, sont toujours un peu réfrénés. Mais si une mutation intervient qui a un effet accélérateur, eh bien, c'est comme si on appuie sur la pédale à gaz et cette croissance est donc hyperactive et fait en sorte à ce que les cellules se propagent de plus en plus. Le troisième groupe, ce sont les gènes appelés gènes de réparation d'ADN. Il est normal que si les cellules se partagent, ça peut donner lieu à des erreurs, mais nos cellules disposent de mécanismes de réparation très intelligents qui permettent de réparer un grand nombre de ces erreurs. Mais si dans cette machinerie de réparation intervient une erreur, une partie des mutations ne peut plus être réparée, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de mutations persistent ou peut se faire. Et ces 3 types de gènes peuvent se présenter et de manière somatique et dans la lignée germinale et contribuer au développement d'une tumeur ou déclencher une telle. Et tout à l'heure, dans l'image que je vous ai montrée, j'ai déjà montré que le développement d'une tumeur, c'est un processus séquentiel issu d'une accumulation séquentielle de mutations. Pour ce qui est d'une tumeur sporadique, la situation reste normale pendant très longtemps et à un certain moment donné intervient soit le hasard, soit un facteur lié à l'environnement qui donne donc lieu à la première mutation. Une fois qu'une première mutation est survenue, la probabilité augmente qu'il y ait une deuxième. Une fois que la deuxième mutation est intervenue, il y a de plus fortes probabilités que une troisième et quatrième se fassent. Mais si il y a une mutation de la lignée germinale, c'est-à-dire une prédisposition héréditaire, là, on intervient déjà à une étape ultérieure. À ce moment-là, les cellules ont déjà dépassé le stade de cette première mutation. Donc, le premier obstacle, la tumeur ou la création de la tumeur l'a déjà surmonté. Et si plusieurs cellules portent en elles déjà cette mutation, eh bien, la probabilité est plus grande que plus tôt et à de plus nombreux endroits dans le corps interviennent déjà la quatrième, cinquième ou sixième mutation somatique. Voilà, je voulais représenter d'une manière un peu plus visuelle. C'est très simplifié. Là, vous voyez un être humain composé d'une multitude de cellules. Et comme je l'ai dit, soit avec l'âge, avec ce nombre plus élevé de partage cellulaire ou avec les facteurs liés à l'environnement, dans l'une des cellules peut intervenir une mutation somatique qui va entraîner d'autres mutations qui vont entraîner le développement d'une tumeur. Donc, s'il y a déjà une mutation, c'est-à-dire une ovule, une cellule de semence présente déjà une mutation, vous voyez que les premières cellules portent déjà en elles cette mutation. Et à ce moment-là, la probabilité qu'intervient une deuxième mutation est bien plus élevée et peut se faire plus tôt dans la vie. Et avec la probabilité que ça se fasse
à plusieurs endroits du corps aussi. Donc, ça peut se faire plus tôt et dans plusieurs organes ou plusieurs endroits du corps. Donc, cette création d'une tumeur. Comment est-ce que nous transposons maintenant ce savoir dans le quotidien clinique? Est-ce que c'est une mutation ou un examen génétique fait sens? Ou est-ce que c'est une mutation de la lignée germinale? Ou, donc, et à ce moment-là, un examen génétique ferait tout à fait sens. Donc, nous posons des questions. Nous demandons s'il y a eu des antécédents en matière de cancer dans une famille. Là, vous voyez cet arbre, cette arborescence. Ça représente une famille et l'apparition d'un cancer. Est-ce que les maladies cancéreuses apparaissent très tôt dans le courant d'une vie? Est-ce ça, c'est un signe indicateur important. Donc, si des personnes âgées de 30 ou de 40 ans ou bien un enfant, parce qu'il y a aussi des maladies cancéreuses chez les enfants, ça pourrait nous donner l'indication qu'il pourrait y avoir une prédisposition génétique et qu'il faudrait examiner la situation d'un peu plus près. Pour ceux qui aient des tumeurs peu fréquentes, il y a des tumeurs fréquentes, donc des tumeurs de la glande parathyroïde ou de la glande surrénale. Donc là, nous savons que la probabilité qu'il y ait une base génétique est assez élevée. Un autre indicateur est le suivant. Donc, si une personne a développé plusieurs cancers, donc soit si plusieurs tumeurs apparaissent en une même personne, ou pour ce qui est du cancer des seins, si le cancer des seins apparaît sur les deux seins. Donc, ça aussi, ça serait un indicateur pour nous dire qu'une mutation de la lignée germinale est intervenue, qu'il y a donc une prédisposition génétique. Là, vous voyez une liste exemplaire de différents syndromes cancéreux familiaires ou syndromes de prédisposition tumorale. Et outre les antécédents familiaux de cancer du sein, il y a toute une série d'autres maladies cancéreuses qui peuvent être d'origine génétique. Donc, le cancer colorectal héréditaire non polyposique, l'estomac, carcinome diffus de l'estomac, la peau peut être concernée ou la glande surrénale, la glande parathyroïde peut être concernée. Donc, il est toujours utile de voir quels sont les antécédents présents chez les membres de la famille pour pouvoir éventuellement détecter une certaine répétition, un certain canvas. L'âge aussi est important. Pour ceux qui ont des enfants, on est plutôt réticent, sauf s'il s'agit d'une maladie tumorale qui peut déjà se présenter à l'âge de l'enfance. Et ça a bien évidemment aussi une conséquence pour ce qui est du moment auquel on commence par une thérapie. Vous voyez que pour la plupart des maladies cancéreuses, plus d'un gène est concerné qui doit se muter. Et il y a eu de grands progrès au niveau de la méthodologie. Ces dernières années, nous sommes en mesure de procéder à des analyses très, très précises sur les origines génétiques aujourd'hui. Et même si on ne peut pas attribuer une maladie cancéreuse à un syndrome précis, nous pouvons quand même réaliser des analyses très pointillées de nos jours. Vous voyez aussi qu'un grand nombre de ces maladies tumorales familiales suivent le mode de transmission autosomique dominant, c'est-à-dire que les personnes concernées donnent à leur descendance la mutation de la lignée germinale, mais cela ne veut pas dire que chaque descendant tombera malade. Loin de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs facteurs peuvent intervenir, des facteurs liés à l'environnement que nous ne connaissons pas très souvent, il faut le dire, mais nous avons des chiffres et des indicateurs à disposition
pour conseiller d'une manière très précise les personnes concernées. Donc, si on a une prédisposition hérétique, l'examen ou une consultation hérétique, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc, ça aide à déterminer quel est le risque de la personne qui cherche conseil de développer un cancer ou de redévelopper un cancer. Ça aide pour définir quels sont les programmes de détection précoce qui pourraient entrer en ligne de compte, ou bien pour les personnes qui ont déjà développé un cancer, ça pourrait aider aussi à améliorer le suivi. On pourrait aussi faire une analyse pour savoir si la présence de ces gènes du cancer sont présents, si c'est souhaité. Donc, ce n'est pas la décision du médecin, c'est toujours une décision des personnes concernées ou des proches de savoir s'ils veulent se soumettre à cet examen génétique. Si cet examen est réalisé, qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice? Donc, avec cette détection de la mutation, mise en évidence d'une mutation, on peut établir un diagnostic précis. Pour ce qui est de savoir quel gène est concerné, c'est utile pour le prognostic et pour le traitement, mais la grande conséquence, la grande pertinence aussi, c'est que si on a détecté la mutation de la lignée germinale auprès d'une personne, on a la possibilité, ou une possibilité très pertinente, de faire passer un examen aux membres de la famille qui ne sont pas malades, mais qui présentent un risque de développer un cancer. Si chez une personne, on ne détecte pas de mutation de la lignée germinale, les personnes ne présentent pas un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer. Mais si cette mutation de la lignée germinale est détectée, on peut bien conseiller la personne pour savoir quel est le risque et quels examens pourraient intervenir et à partir de quand. Sur ce, j'aimerais vous remercier de votre attention et j'aimerais attirer votre attention sur nos horaires de consultation génétique dans le département de la médecine oncologique ici à l'hôpital de Lille. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé très bien structuré et tout à fait compréhensible. Avez-vous des questions, chère audience? Donc, j'aimerais dire aux personnes devant les écrans que si vous cliquez sur le bouton foire à questions, vous, F et A, vous pouvez poser vos questions et nous essaierons d'y répondre au mieux. Donc, il faut distinguer entre la mutation de la lignée germinale et les mutations somatiques. La mutation de la lignée germinale, plusieurs cellules sont concernées d'une manière génétique. La mutation somatique, ce sont des mutations qui interviennent dans le courant d'une vie, en vieillissant, notamment lorsqu'on est plus âgé. Donc, les mutations somatiques, ce n'est pas héréditaire. Les mutations de la lignée germinale, c'est héréditaire, mais une mutation, qu'est-ce que c'est? Nous connaissons les mutants de la part des films de science-fiction. Ils sont méchants, mais les mutations, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont un pistolet sur elles et tirent sur les cellules saines ou comment se représenter les choses? Une mutation même, d'une manière très descriptive, c'est une modification, un changement qui intervient dans l'ordre chronologique qui caractérise notre nos gènes. Bon, un ordre chronologique qui se traduit par les différentes protéines dont est composé notre corps. Et une mutation, ça veut dire qu'une composante génétique change. Donc, elle peut soit ne pas être présente ou être présente, mais dans un autre ordre chronologique. C'est comme une faute d'orthographe, si vous voulez. Mais ce qui est pertinent, c'est qu'une faute d'orthographe donne lieu à une faute de traduction vers les protéines. Et ça donne lieu soit à une perte de fonctionnalité ou un gain de fonctionnalité. Et si ce suppresseur tumoral, gène suppresseur de tumeur, si là, la fonctionnalité
est baissé, eh bien, les cellules peuvent se multiplier plus vite. Et lorsqu'il y a une tumeur, eh bien, il y a eu une accumulation de cellules. Et pour ce qui est des facteurs de croissance, là, c'est un gain. Là, on active quelque chose qui entraîne aussi quelque chose. Donc, soit c'est une perte d'une fonction qui contrôle ou une activation d'une fonction qui active également, mais qui active autre chose. Et ça donne lieu à une croissance de plus en plus accrue jusqu'à ce que la tumeur pousse d'une manière incontrôlée dans un organe ou un tissu et forme des métastases, ce qui est la raison pour laquelle les maladies tumorales sont malignes. Donc, si le mode d'emploi, la manière dont est construite un produit n'est pas correct, eh bien, le produit ne peut pas être correct non plus. On peut corriger ça, on peut gommer certaines choses, ajouter d'autres, et du coup, le produit sera bien construit. Ces mutations de la lignée germinale, leur composition, le rythme auquel ils interviennent peuvent avoir des conséquences pour les enfants. Lorsqu'on se dit, ah tiens, j'ai une mutation de la lignée germinale, je peux transmettre certaines choses à mes enfants. Et si on se demande si on veut avoir des enfants, est-ce qu'on ose le faire en étant conscient du fait qu'on peut passer ce gène cancéreux à ses enfants? C'est la raison pour laquelle cette consultation génétique est tellement importante. Est-ce qu'on veut le savoir? Et je passe au prochain sujet. Donc, la collègue va intervenir sur ce conseil génétique. Donc, aujourd'hui, s'il y a une suspicion d'une mutation de la lignée germinale, il faut introduire un conseil génétique parce que même en tant qu'oncologue, on ne peut pas juger la complexité et c'est très important de soutenir les proches à tous les égards. Merci beaucoup, Madame la professeure Dr Tsayer. C'était une très belle présentation. Alors, bienvenue de ma part également aujourd'hui à cette journée d'information des patients. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le conseil et les tests génétiques proposés par le service d'oncologie médicale de l'hôpital de Lille. Je suis spécialiste en soins infirmiers et j'aimerais illustrer quelque peu plus ce côté-là. Mais commençons déjà par les bases. Les cancer héréditaire. Comme vous l'avez déjà entendu par ma collègue, 5 à 10% de tous les cancers sont héréditaires. Ces syndromes cancéreux sont causés par des mutations dans certains gènes. Et les porteurs d'une telle mutation ont alors un risque plus élevé d'être atteints par différents types de cancers ou plusieurs types de cancers même. Ces mutations, enfin ce génome peut être passé aux générations futures et ainsi les frères et sœurs ont un risque de 50% d'avoir hérité de la mutation. Les autres membres de la famille ont un risque plus faible. Quelques indices de cancer héréditaire peuvent être en lien, comme on l'a déjà entendu, un âge jeune de la maladie, ou si une personne développe plusieurs types de cancers ou une autre cause héréditaire peut être suspectée lorsque plusieurs personnes d'une même famille sont atteintes d'un type de cancer. Par exemple, plusieurs femmes atteintes d'un cancer du sein dans une même branche de la famille. J'ai le plaisir de vous présenter les syndromes les plus fréquents, ceux que nous voyons le plus souvent en oncologie. D'un côté, le syndrome du cancer du sein et des ovaires. Il est causé par des mutations dans les gènes du cancer du sein, abrégé BRCA1 ou BRCA2. Donc, gène du cancer du sein 1 ou 2.
Les porteuses d'une telle mutation ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein et des ovaires. Ensuite, il y a les mutations dans les gènes de Lynch, le syndrome de Lynch. Là, on observe des mutations dans l'un des gènes mentionnés. Les personnes atteintes du syndrome de Lynch ont un risque plus élevé de développer un cancer de l'intestin et chez les femmes, c'est un risque plus élevé d'être atteint par un cancer de l'utérus. Il y a par ailleurs des risques plus élevés pour d'autres cancers, par exemple néphrologiques, de la vessie ou également de la prostate. Ceci néanmoins a un risque moins élevé que pour l'intestin et l'utérus. Comme vous l'avez entendu de la part de Madame Zweyer, il y a un risque pour d'autres syndromes de cancer héréditaire. Dans la consultation au service de l'oncologie médicale à l'hôpital de Lille, nous proposons des consultations génétiques sur les maladies cancéreuses. Notre équipe se compose, outre que moi-même, en tant qu'experte des soins, de 2 oncologues, la Dr Manuela Rabaglio et la doctoresse Schertz, Amina Schertz. Le contenu de la consultation de génétique porte sur les bases de la génétique et de l'hérédité afin d'obtenir une compréhension de ces modifications et mutations génétiques. Comme la doctoresse Zweyer vous a déjà parfaitement informé sur le sujet, je ne parlerai pas davantage de cette présentation. La base du conseil génétique est l'anamnèse familiale, donc l'histoire familiale. Donc, la question du type de cancer connu ou vécu dans la famille et l'âge auquel les proches ont été atteints. En outre, dans une consultation, on explique le déroulement d'un test génétique, on explique les bases légales et un autre point important concerne les conséquences possibles suite à un test éventuel génétique. Et je parlerai de chacun de ces points. Commençons par l'anamnèse, ou l'histoire de la famille. Avant la consultation, on demande aux personnes d'énumérer toutes les personnes de leur famille et s'il y a des antécédents de cancer, de noter quel organe a été touché et à quel âge. Pour ce faire, vous recevrez un modèle d'arbre généalogique sur lequel vous pouvez mentionner les membres de la famille. Basé sur ces informations, on arrive à évaluer la probabilité, la présence d'une mutation génétique et de savoir si les conditions de prise en charge par l'assurance maladie sont remplies. Il est donc important pour l'entretien et pour une consultation de pouvoir rassembler autant d'informations que possible sur l'histoire familiale. Cela nous amène au déroulement d'un test génétique. Le test génétique est effectué par une analyse de sang. En laboratoire, les gènes analysés, comme détaillé par Madame Zweyer, sont lus et les erreurs d'écriture, c'est-à-dire les mutations, sont recherchées. Les coûts de l'analyse s'élèvent pour un dépistage, notamment pour le BRCA1 et 2 ou pour un syndrome de Lynch, à hauteur de 4 000 francs. C'est la raison pour laquelle on pose une prise de demande, enfin, on fait une demande de prise en charge à l'assurance maladie. Si certaines directives sont remplies, par exemple un jeune âge de la maladie ou plusieurs membres de la famille atteints d'un certain type de cancer, il s'agit d'une prestation obligatoire de la caisse de l'assurance maladie. Nous recevrons ensuite le résultat génétique 2 à 4 semaines après avoir soumis la garantie de prise en charge des coûts au laboratoire et nous discutons du résultat génétique lors d'une nouvelle consultation. Si une mutation est détectée lors d'un test génétique, le risque de certains cancers est accru. Et je vous présente ci-dessus les risques de cancer et les conséquences qui en découlent en cas de mutation dans le gène BRCA et dans le cas d'un syndrome de Lynch.
Le risque à vie, c'est-à-dire le risque de développer un tumeur jusqu'à l'âge de 80 ans, peut atteindre 80% chez les femmes porteuses de mutations BRCA. Autant dire que c'est très élevé et le risque monte au fur et à mesure. Le risque du cancer de sein bilatéral est également plus élevé, tout comme le risque du cancer des ovaires, qui peut atteindre un 40%. Pour les hommes porteurs d'une mutation BRCA, les risques sont moindres. Le risque à vie de développer un cancer de sein peut atteindre 8%, nettement moins élevé que chez les femmes, mais selon la mutation, il y a également un risque accru du cancer de la prostate. Pour les hommes et les femmes porteurs et porteuses d'une mutation BRCA, il y a en outre un risque légèrement plus élevé de cancer de la peau. Pour le syndrome de Lynch, le risque de développer un cancer de côlon avant l'âge de 80 ans est de 60% pour les hommes et les femmes. Les femmes ont en plus un risque accru de développer un cancer de l'utérus qui peut atteindre environ 57%. Les risques d'autres tumeurs comme la vessie, les reins, les ovaires ou la prostate sont moins élevés et doivent être comparés aux antécédents familiaux. Si de tels cancers sont connus dans la famille, le risque individuel doit être discuté avec l'oncologue, donc les deux doctoresses que j'ai mentionnées avant. Les risques de cancer varient également en fonction du gène concerné par une mutation. En cas de risque de cancer aussi élevé, il est recommandé d'intensifier le dépistage ou d'effectuer des opérations préventives chez les personnes porteurs et porteuses de telles mutations. Chez les femmes porteuses d'une mutation BRCA, on recommande une imagerie du sein tous les 6 mois et ceci dès l'âge de 25 ans. Pour ce faire, on alterne entre des images IRM, une échographie ainsi qu'une mammographie des seins. Et ceci, bien sûr, également l'examen par toucher auprès de la gynécologue. Pour réduire le risque de cancer de sein, on peut par ailleurs enlever de manière préventive le tissu glandulaire mammaire. Cette intervention réduit le risque de développer un cancer du sein de 80% à moins de 10%. En ce qui concerne le risque de cancer de l'ovaire, chez les femmes porteuses, il n'y a malheureusement aucune bonne mesure de dépistage actuellement. Il est donc recommandé de procéder à l'ablation des ovaires et des trompes de Fallope une fois le planning familial terminé ou selon mutation vers les 35 à 40 ans. Pour les porteurs ou les personnes porteuses d'une mutation BRCA, il est recommandé un procédé par palpitation annuelle des seins et un dépistage de la prostate à partir de l'âge de 35 à 40 ans. Il est recommandé aux hommes et aux femmes de se soumettre à un examen annuel de la peau chez le dermatologue concernant le risque accru du cancer de la peau. Dans le cas de syndrome de Lynch, le risque du cancer de l'intestin peut être baissé grâce à une coloscopie annuelle. Les polypes, à partir desquels le cancer de côlon ou de l'intestin se développe, peut ainsi être enlevé, de sorte à ce que le cancer de l'intestin ne puisse même pas se développer. D'autres examens de dépistage doivent être discutés individuellement avec les conseillères en génétique. Chez les femmes, il est recommandé de procéder chaque année à un prélèvement échographique de la muqueuse utérine afin de détecter précocement tout changement ou modification cellulaire. En cas de détection de mutation, qu'il s'agisse BRCA ou syndrome de Lynch, il est fortement conseillé d'informer les parents, enfin les proches et les membres de la famille, car ils risquent, comme déjà détaillé, d'avoir hérité de cette mutation. Ce test génétique est nettement plus avantageux.
Ça coûte dans les 400 francs car il n'est pas nécessaire d'examiner des gènes entiers, mais uniquement le segment précis dans lequel la mutation de la première personne examinée a été trouvée. Cet examen peut être effectué après une consultation par les services génétiques. Ce qu'il faut rajouter également, que pour les parents proches, l'examen doit être pris en charge par la caisse maladie. Donc, pour les parents au premier degré. On sait par la littérature que la détection d'une telle mutation peut être synonyme d'angoisse et d'inquiétude. Pour vous donner un exemple, juste vivre avec un risque élevé de cancer, il faut prendre des examens, des décisions. Est-ce que, en tant que jeune femme, je vais me soumettre à une opération préventive, par exemple, l'ablation des tissus mammaires? Il ne faut pas non plus sous-estimer la réaction des parents proches ou de premier degré lors d'une telle information. Nous offrons ainsi un soutien psychologique par des spécialistes ou à l'externe également. Il y a par exemple un cercle de discussion pour les personnes concernées par une mutation BRCA qui permet un échange personnel et direct avec d'autres personnes concernées. Je prends par ailleurs moi-même en charge des patients au sein de la consultation, que ce soit pendant la consultation ou après détection d'une telle mutation. Et j'aimerais parler de cette consultation ou prise en charge. Avant la consultation, je prends contact par téléphone avec la personne qui nous a été attribuée. Lors de cette conversation téléphonique, on peut déjà répondre aux premières questions générales et je donne des brèves instructions pour remplir l'arbre généalogique. Avec la doctoresse Rabaglio et Dr. Schertz, je réalise la consultation en suivant un guide. On discute de l'histoire familiale et je donne toutes les informations importantes sur les risques et les conséquences. Ces informations sont étayées par des images dans le guide pour une meilleure compréhension. Pour les questions et pour évaluer si un test génétique est judicieux et souhaité par ailleurs, c'est les oncologues Dr. Abaglio ou Dr. Schertz qui sera présente lors de la deuxième partie de la discussion. Après la consultation, je propose un soutien pour la correspondance avec la caisse maladie en cas de problème de prise en charge. Des fois, il faut correspondre ou discuter car la prise en charge est refusée ou simplement parce qu'il faut un certain temps jusqu'à ce que la demande de prise en charge est traitée. Après réception du résultat ou de l'avis de prise en charge, je contacte la personne pour fixer un nouveau rendez-vous. Si une mutation est détectée, je contacte la personne concernée au bout de 2 semaines après avoir discuté des résultats. Je lui demande comment elle se sent et si elle le souhaite, je fixe un rendez-vous pour un soutien ultérieur. Si la personne est affectée ou chargée psychologiquement par le résultat, je peux organiser un soutien psychologique, soit directement à l'hôpital de Lille par la psychoncologie ou à l'extérieur, notamment par le biais des offres de la Ligue contre le cancer qui existent dans tous les cantons. En plus, un souhait peut être de prendre en charge l'organisation des examens préventifs ou d'être orienté vers un service particulier. Je peux, par exemple, contacter les personnes au moment opportun et leur demander si le dépistage a déjà été effectué ou s'il y a des problèmes quelconques ou si simplement s'il faut procéder à une inscription. J'aide ensuite les personnes à s'informer lors des discussions avec les membres de la famille. Par exemple, lors d'un rendez-vous subséquent, on peut revoir l'arbre généalogique. Ensuite, nous discutons de savoir quels sont les membres de la famille qui risquent d'avoir hérité de la mutation et quelles personnes doivent être informées.
Pour l'information adressée à ses parents de premier degré, j'ai rédigé des fiches d'information qui peuvent être remises ou un modèle de lettre contenant les informations centrales qui peuvent être envoyées par courrier. Mon numéro de téléphone et mon adresse email y sont indiqués pour que les personnes puissent également me contacter en cas de questions. En plus, si une communication directe est souhaitée, on peut discuter de la stratégie à adopter, à savoir comment annoncer une telle nouvelle oralement et quelles sont les réactions auxquelles je dois m'attendre et comment y répondre ou réagir. Ensuite, il existe diverses autres demandes où je peux fonctionner comme une personne de contact. Par exemple, lorsque une personne reçoit un tel diagnostic, elle peut souhaiter discuter avec une personne concernée également, mais qui a un peu plus de recul. Nous, les spécialistes, nous ne savons pas comment c'est d'enlever le tissu mammaire ou comment se présente le temps d'attente du résultat de l'examen de dépistage. Donc, parfois, un échange entre personnes concernées peut s'avérer extrêmement précieux. Parfois, une personne a aussi besoin simplement d'un spécialiste dans sa région de résidence. Là aussi, je peux fonctionner comme personne de contact. Voilà ce que je peux dire au sujet du conseil génétique en oncologie médicale. Vous trouverez bien sûr sur le site Internet les adresses e-mail ainsi que le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation très empathique et orientée sur la pratique. Il n'y a pas de questions qui ont été posées sur le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions et je prends volontiers vos questions du public. Attendez juste qu'on vous apporte le micro pour qu'on vous entende et que vous puissiez être traduite également. J'aimerais savoir comment vous gérez les personnes qui, du coup, voient à cause de l'arbre généalogique que leur enfant n'est pas le leur. Ça, je dois dire, je l'ai encore jamais vécu ou vu. Lors des analyses génétiques, ce n'est pas ce qu'on détecterait, ce n'est pas ce qu'on découvrirait, car les gènes que l'on examine ne disent rien ne disent rien sur la paternité. Ce n'est pas ce qu'on cherche, donc on ne trouverait pas, on ne saurait pas. Il faut faire un autre examen que celui pratiqué lors de la recherche génétique de mutations cancéreuses. Donc, pour le dire simplement, on ne le saurait pas. Mais un point important peut-être, ceci concerne le domaine personnel, c'est fortement confidentiel. Donc, est-ce que c'est géré de manière confidentielle? Si moi, je ne communique pas avec mes proches, est-ce qu'ils vont apprendre autrement? Alors, nous sommes bien sûr sous le secret professionnel et si on trouve une mutation, on rend attentif les personnes concernées qu'il est important d'informer les parents de premier degré, mais cela relève de la tâche et du domaine personnel. Nous savons que c'est important et difficile. Voilà pourquoi nous faisons cette offre de soutien. Avant de me rendre à une consultation génétique, est-ce que je dois demander le consentement de mes proches, puisque je donne aussi des informations concernant mon histoire familiale et la génétique? Est-ce que je dois demander leur consentement? Alors, sur l'arbre généalogique, vous êtes prié de remplir les noms de tous les proches, mais il suffit de mettre les initiales et l'année de naissance. Donc, nous ne savons pas de qui il s'agit. Oui, c'est un point important aussi, car au moment où je dois poser la question à mes proches et que je partage les informations, je me découvre aussi moi-même. Pardon, il y a une question. Très chers participants, très chère Madame Fleury, j'ai 57 ans, ma mère a 84 ans et
Elle souffre d'un cancer de l'utérus et elle est traitée. J'aimerais savoir ce que cela signifie pour moi en tant que fils en termes du BCRA. Dans le cas d'un cancer de l'utérus, on recommande une consultation génétique par principe et c'est recommandé bien sûr à votre mère en votre présence pour que vous ayez l'information correspondante. Après la consultation, quand vous aurez toutes les informations, votre mère peut prendre la décision si oui ou non elle souhaite un dépistage génétique. Si on trouve quelque chose, une mutation BRCA, vous-même avez un risque à 50% d'avoir hérité de cette mutation. Si vous aviez cette même mutation, chez vous, il y aura un risque de cancer de sein légèrement augmenté et un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate. En cas de cancer des ovaires et selon le type de cancer, on recommande de manière générale une consultation génétique. J'ai une question concernant les tumeurs germinales. Est-ce que là aussi, on connaît une composante génétique ou ce sont surtout les autres mutations qui se trouvent au premier plan? Ou est-ce qu'on ne sait pas vraiment? Vous parlez d'autres sératones. Là, on n'a pas une indication pour un facteur génétique. Chez les formes masculines, donc cancer de la prostate, il y a des indications que si les pères et frères sont atteints, il y a un risque plus élevé pour le proche non atteint, mais on n'arrive pas à identifier une mutation particulière. On sait juste qu'il y a un certain héritage familial, mais on ne trouve pas les plans au niveau de l'architecture qui pourrait aider à le détecter. C'est un tout au niveau de la génétique, du génome. On remarque une augmentation sans pouvoir mettre le doigt sur une mutation en particulier. Je n'ai pas compris là. Lors d'un autre type de tumeur, ça serait un exemple d'un tumeur germinal. On ne sait pas exactement. On part du principe que c'est probablement lié à la situation familiale. J'en sais moins pour les femmes que pour les hommes. De nouveau, nous avons une indication, mais nous ne connaissons pas le point de mutation exact. Donc, on est presque à la pause, mais j'ai une question. Je me fais des soucis pour un proche, mais je n'aimerais pas les inquiéter. Est-ce que je peux prendre rendez-vous en consultation génétique à la place de ce proche? Est-ce que ça serait utile? Alors, en principe, tout et chacun peut prendre contact et prendre rendez-vous. Et simplement, les informations peuvent être intéressantes parce qu'on s'intéresse à la question. Le dépistage génétique selon ne peut pas s'avérer utile, mais nous avons du bon matériel d'information. Ceci aussi de la Ligue contre le cancer pour le cancer de sein et de l'utérus héréditaire. Et vous trouvez beaucoup d'informations en ligne également. Oui, des fois, nous voyons des familles où on a beaucoup d'indices pour une atteinte familiale, mais nous ne trouvons pas de mutation. Ça arrive aussi, où on trouve des résultats peu clairs qu'on n'arrive pas à interpréter. Comment est-ce qu'on gère au niveau des parents proches ou des parents de premier degré, là où on pense qu'il y a probablement un risque plus élevé, même si on n'a pas une preuve par A plus B? Oui, encore une question. Je suis en bonne santé, mais j'ai peur
d'avoir un cancer. Et c'est utile de faire examiner tout mon génome afin de découvrir si peut-être j'ai une erreur dans mon architecture génétique qui pourrait montrer le risque. Il y a différents avis, mais à mon avis, si on procède à cela, on a plus de questions que de réponses. Donc, en soi, non. Manuela, s'il vous plaît, attendez le micro. Il y a même ces tests qu'on peut acheter sur Internet où on regarde différentes mutations tout azimut et ça crée plus d'inquiétude que de sérénité. Je suis peut-être trop engagée, mais à mon avis, une recherche ciblée est beaucoup plus utile. Je pense aussi qu'avec notre niveau de connaissance actuel, ça n'a aucun sens. Il y a probablement des choses dont je suis heureux de ne pas être au courant. Je n'aimerais pas savoir qu'à 80 ans, j'aurai Alzheimer. Je serais dément. Bref, nous allons prendre une pause, mais j'aimerais juste encore faire cette remarque. Si vous voulez avoir une consultation génétique, vous pouvez aller sur Google, vous nous trouverez. Et si vous rentrez le terme génétique, vous arrivez directement auprès des collègues qui assurent cette consultation génétique. Donc, si vous rentrez UCI, vous finirez sur notre homepage. Nous avons un guide électronique et vous rentrez le mot-clé génétique et vous finirez avec les contacts des collègues où vous pouvez fixer un rendez-vous. Un grand merci à nos deux intervenantes. C'était vraiment prenant et intéressant. C'était très clair aussi. Et je crois, ou j'espère que tout le monde a pu en profiter. Nous avons une trentaine de personnes en ligne. Donc, ce n'est pas juste les personnes qui sont ici, mais aussi celles qui sont en ligne. Nous allons probablement reprendre ce sujet la prochaine fois. Je crois qu'on a mérité une pause et nous nous retrouverons à E20 pour la suite du programme avec ce deuxième sujet, alimentation et cancer, et la question de comment se protéger grâce à une alimentation saine. Et la question subséquente, si j'ai un diagnostic de cancer, quel est le rôle de l'alimentation? Un grand merci encore une fois à vous tous qui êtes ici et qui êtes connectés à la maison. Nous avons quelques snacks et des boissons préparées pour vous dans la salle dehors. Merci beaucoup et à tout à l'heure.